Le 7 septembre 2025, un volcan éteint du Burkina Faso révèle soudainement un gisement estimé à 45% des réserves mondiales de diamants. En quelques heures, la promesse de 92 milliards de dollars se transforme en alerte rouge, car chaque carat potentiel attire déjà banques, États et multinationales. Au centre de cette secousse silencieuse, Ibrahim Traoré doit décider si ce trésor deviendra un levier de souveraineté ou une porte ouverte aux ingérences. Que se passe-t-il vraiment quand un pays pauvre découvre une richesse capable de rebattre les cartes géopolitiques ? La découverte de Somgandé ne représente pas seulement un gisement spectaculaire, elle ouvre une fenêtre rare où un pays peut redéfinir son avenir avant que le monde extérieur ne l'impose. La promesse centrale est simple, transformer une richesse brute en souveraineté durable, un bénéfice qui repose sur 10 à 12 mots, mais englobe l'ensemble des choix politiques à venir. Pourtant, cette opportunité porte un risque évident. L'histoire récente montre que les ressources soudaines ont souvent déstabilisé plus qu'elles n'ont libéré, surtout lorsque les pressions internationales convergent en même temps. Faut-il avancer vite pour capter les bénéfices économiques immédiats ou avancer lentement pour éviter la capture stratégique par des puissances plus grandes ? Quand chaque acteur, de Pékin à Washington, scrute déjà la moindre décision prise à Ouagadougou. Et si la véritable bataille commençait avant même la première extraction, c'est dans cette tension entre urgence et prudence que se joue le destin du Burkina Faso, avec une équation dont aucune variable n'est neutre. La confirmation satellitaire tombée le 7 septembre 2025 a révélé une densité minérale dépassant tout ce que les géologues du Burkina Faso pensaient possible. En quelques heures seulement, la valeur potentielle du gisement a été estimée à plus de 90 milliards de dollars, soit près de 45% des réserves mondiales connues, un chiffre capable d'altérer l'équilibre économique et politique d'un continent entier. À Ouagadougou, la réaction fut immédiate. Des hélicoptères militaires ont été dépêchés au-dessus du Somgandé pour verrouiller l'accès à la zone, tandis que Ibrahim Traoré convoquait un conseil d'urgence destiné à fixer les premières lignes rouges. Ce geste rapide n'était pas seulement un acte de sécurité, il posait un cadre, même provisoire, face à un changement d'échelle auquel le pays n'était pas préparé. Les données géologiques, d'abord jugées invraisemblables, avaient été confirmées par des capteurs burkinabés et chinois, montrant un gisement d'une profondeur inédite et d'une concentration exceptionnelle. Parallèlement, les capitales étrangères se sont animées. Pékin, Moscou, Paris et Washington ont cherché à comprendre les implications de cette découverte sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par les tensions géopolitiques récentes. Les analystes internationaux voyaient dans Somgandé un potentiel bouleversement comparable à certains grands basculements miniers du XXe siècle, mais à une échelle bien plus rapide. Dans la rue, l'annonce a provoqué un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de savoir le pays assis sur une richesse inouïe, inquiétude face au spectre de la malédiction des ressources qui avait déjà frappé de nombreux États africains. Ce contraste a installé une tension nouvelle. Comment un pays au tissu économique fragile pouvait-il absorber un choc aussi massif sans perdre le contrôle ? C'est là que chaque geste, chaque mot, chaque décision précoce d'Ibrahim Traoré allait commencer à peser. Au lendemain de la confirmation officielle, une poignée de figures techniques et administratives s'est imposée comme boussole dans un paysage soudain bouleversé. Parmi elles, les géologues burkinabés ayant détecté les premières anomalies sous Somgandé ont joué un rôle décisif. Ce sont leurs mesures, d'abord jugées improbables, qui ont déclenché l'enchaînement des inspections, des vérifications et des réunions d'urgence. Leur prudence méthodique est devenue un guide précieux dans un contexte où chaque estimation pouvait entraîner un emballement politique ou diplomatique. Dans le même temps, les équipes mixtes burkinabé-chinoises, déjà mobilisées sur d'autres relevés régionaux, ont apporté une expertise structurante. Leur capacité à confirmer rapidement la profondeur et la densité du gisement a permis d'éviter une période d'incertitude qui aurait pu fragiliser davantage un pays déjà sous tension. Cette combinaison d'expertise locale et de soutien technique extérieur, sans implication politique directe, a constitué l'un des premiers amortisseurs face au choc de la découverte. Sur le terrain, les impacts se sont fait sentir presque immédiatement.
La fermeture temporaire de la zone et l'instauration d'un contrôle militaire strict ont affaibli certaines activités locales, mais ont aussi rassuré une partie de la population, inquiète de voir apparaître des acteurs extérieurs avant que l'État n'ait posé son cadre. Dans les quartiers de Ouagadougou, des conversations mêlaient curiosité et appréhension. Chacun comprenait que cette ressource pouvait devenir un tournant autant qu'un fardeau. L'enjeu, dès ses premiers jours, n'était plus seulement de savoir ce que contenait Somgandé, mais de déterminer comment le pays pouvait absorber un tel choc sans se déstabiliser. L'élément déclencheur survient à l'aube du 7 septembre 2025, lorsque les capteurs burkinabés et chinois détectent une anomalie géologique sous le Somgandé. Les chiffres paraissent trop élevés. Les premiers relevés sont recalculés. Les marges d'erreur sont réévaluées. Pourtant, les données persistent, une densité minérale anormale d'une ampleur que personne n'attendait. Cette certitude nouvelle enclenche la chaîne suivante: analyse croisée, vérification des instruments, transmission de l'alerte aux autorités. En quelques heures, une découverte locale devient un séisme national. Le cœur de la montée en intensité s'allume au même moment où la confirmation satellitaire tombe. Une valeur potentielle, dépassant 90 milliards de dollars, commence à circuler dans les rapports internes. La référence aux 45% des réserves mondiales connues crée un choc immédiat. Le gouvernement réagit. Des hélicoptères militaires sont envoyés au Somgandé pour sécuriser la zone, bloquer les accès et prévenir toute fuite physique d'échantillons. À Ouagadougou, le bruit court déjà, ce n'est pas une découverte ordinaire. Ibrahim Traoré convoque alors un conseil d'urgence. La salle se remplit de géologues, de conseillers sécuritaires, de responsables économiques. Les premières lignes de fracture apparaissent. Faut-il ouvrir la porte aux entreprises étrangères ? Faut-il tout verrouiller le temps de comprendre l'ampleur du gisement ? Faut-il annoncer immédiatement la découverte ou gagner du temps pour affiner les données ? À l'international, la montée en tension atteint son sommet. Les puissances mondiales réagissent presque simultanément. Pékin demande des précisions. Washington s'inquiète des implications stratégiques. Paris tente d'obtenir une estimation indépendante. Moscou sonde la situation en coulisses. Les agences financières évaluent l'impact sur les marchés de matières premières. En moins de 24 heures, le Burkina Faso, habituellement discret sur la scène mondiale, se retrouve au centre d'une attention exceptionnelle. Le sommet de la courbe dramatique est là un pays au tissu économique fragile, possède soudain une ressource capable de reconfigurer l'équilibre mondial. C'est dans ce contexte que naît la phase de retombée. Elle commence avec la décision de fermer temporairement la zone et de renforcer le contrôle militaire. Le geste, symbolique et pragmatique, vise à empêcher toute intervention extérieure prématurée et à éviter la panique. En parallèle, les Burkinabés réagissent. Certains se montrent fiers, d'autres sont inquiets. Beaucoup savent que des pays africains, avant eux, ont vu la richesse minérale devenir une malédiction. Les conversations s'enchaînent, et si cette découverte attirait les convoitises ? Et si elle déclenchait une pression internationale trop forte à gérer ? Dans les ministères, les premières mesures administratives s'organisent. Des comités d'experts sont assemblés pour évaluer les risques géologiques, environnementaux et politiques. Les équipes mixtes burkinabèses chinoises poursuivent leur vérification. Les projections économiques, qui évoquent la possibilité de tripler le PIB minier, provoquent autant d'enthousiasme que de prudence. Ibrahim Traoré insiste publiquement: ce diamant n'est pas à vendre, il est à protéger. La phrase devient le pivot de la posture nationale. Elle signale la volonté de préserver la souveraineté avant tout. Pourtant, même après ce resserrement, la tension ne disparaît pas. Les grandes puissances continuent d'observer. Les investisseurs attendent des signaux. Les analystes internationaux débattent déjà de la trajectoire future du pays. Les retombées sont loin d'être terminées. Le pays entre dans une zone d'incertitude où chaque décision peut accélérer une ascension ou déclencher un recul. Les premières estimations publiées par le ministère des Mines ont ramené la discussion sur un terrain mesurable. Les chiffres, même provisoires, ont permis de transformer une annonce spectaculaire en diagnostic structuré. Ils posaient 3 points d'ancrage essentiels autour desquels s'articulait toute la réflexion nationale: la quantité exploitable, la valeur marchande potentielle et le coût d'extraction projeté. Ces données, bien que limitées,
constituait déjà un socle suffisamment solide pour orienter les premières décisions. Le premier chiffre, 12 millions de carats exploitables, a immédiatement capté l'attention. Il suggère un volume minier capable de dépasser plusieurs gisements africains historiques, ce qui repositionnerait mécaniquement le pays dans le paysage mondial. Cette quantité, dérivée d'analyses géophysiques et confirmée par les équipes mixtes burkinabées et chinoises, indiquait non seulement une abondance rare, mais aussi une densité suffisamment concentrée pour faciliter les premières phases d'extraction. Pour les experts, ce paramètre signale qu'un projet minier pourrait atteindre rapidement un seuil de rentabilité stable. Pour la population, il représente un repère concret dans un débat souvent dominé par des projections abstraites. Le deuxième chiffre, 92 milliards de dollars, 12 milliards de dollars de valeur potentielle, a apporté un autre niveau de compréhension. Il illustre comment un minéral brut peut devenir, à lui seul, un facteur de bascule économique. Les analystes insistaient sur le fait que ce montant reposait uniquement sur les prix moyens actuels du diamant brut, laissant entrevoir des marges supérieures si la qualité des pierres dépassait les attentes initiales. La perspective a provoqué une double réaction, un optimisme prudent chez certains et une inquiétude marquée chez d'autres, conscients que de telles sommes attirent inévitablement l'ingérence extérieure. Dans les institutions publiques, ce chiffre est devenu un rappel constant de la nécessité d'une gouvernance rigoureuse. Le troisième chiffre, 230 dollars de coût d'extraction par carat, a joué un rôle moins spectaculaire mais tout aussi stratégique. Il montre que l'exploitation du Somgandé pourrait rester rentable même dans des scénarios économiques défavorables. Les géologues y voyaient un indicateur particulièrement encourageant, car il plaçait le gisement parmi les opérations les moins coûteuses du marché international. Cependant, cette estimation soulevait aussi des questions: comment garantir que la réduction de coûts ne se ferait pas au détriment des standards environnementaux ou sociaux? Pour les responsables politiques, ce chiffre soulignait surtout la nécessité d'un contrôle accru sur les futures concessions. Ces trois paramètres n'épuisaient évidemment pas la complexité du dossier. Ils n'apportaient ni certitude, ni feuille de route définitive, mais ils offraient une structure, un plafond, un plancher, une base arithmétique autour de laquelle pouvaient se développer des scénarios cohérents. Il rappelait également que la richesse potentielle n'était pas une garantie de stabilité. L'histoire des ressources dans d'autres régions démontrait que les chiffres les plus impressionnants n'empêchaient pas les dérives politiques. Au contraire, ils les accentuaient parfois. À travers ces données, le Burkina Faso entrait dans une phase analytique où chaque décision devait désormais dialoguer avec des mesures tangibles. Les chiffres fixaient un cadre, mais la trajectoire restait ouverte. Le pays devait encore définir comment transformer ce socle quantitatif en stratégie durable. Deux visions contradictoires se sont imposées dès les premiers jours suivant la découverte de Somgandé. La première, portée par une partie des économistes étrangers et des observateurs internationaux, défendait l'idée qu'une ouverture rapide aux entreprises minières mondiales serait le moyen le plus efficace de convertir la richesse en croissance concrète. Selon cette approche, des pays comme le Botswana avaient démontré qu'une coopération internationale structurée pouvait moderniser un secteur entier, créer des emplois et renforcer durablement les capacités administratives nationales. Les défenseurs de cette stratégie estimaient que retarder l'exploitation reviendrait à perdre un temps précieux alors que les marchés mondiaux du diamant réagissent de manière volatile. La seconde vision, incarnée par le cercle rapproché du pouvoir burkinabé, avançait un raisonnement différent. Elle considérait que toute ouverture prématurée risquait de rendre le pays dépendant de puissances extérieures capables d'imposer leurs conditions. L'argument central reposait sur une réalité historique. Plusieurs États africains dotés de ressources abondantes avaient vu leur richesse captée par des acteurs extérieurs au détriment de leur population. Dans cette perspective, réduire la vitesse du processus, établir un cadre législatif strict et sécuriser la zone avant toute négociation n'était pas un frein, mais une stratégie de protection. Les deux camps reconnaissaient toutefois un point commun: la découverte représentait une opportunité unique pour redéfinir la trajectoire économique du pays. Là où ils divergeaient profondément, c'était dans la manière de gérer le risque.
L'ouverture rapide promettait une croissance accélérée, mais au prix d'une plus grande exposition aux ingérences internationales. L'approche prudente offrait un meilleur contrôle souverain, mais au risque de ralentir les retombées économiques immédiates. La réponse équilibrée tirée des faits disponibles se trouvait moins dans la vitesse que dans la capacité du pays à poser ses propres conditions. Le Burkina Faso avait amorcé une démarche fondée sur la transparence, la sécurisation et la consultation interne, attestant que la prudence ne visait pas à freiner l'exploitation, mais à éviter une dépendance structurelle. À ce stade, le dilemme n'était pas tranché, mais la cohérence des mesures initiales montrait que le pays cherchait avant tout à se donner le droit de choisir son rythme. À ce moment précis, tout change. À ce stade de l'histoire, un détail souvent négligé prend une importance décisive, la décision d'attendre. Alors que plusieurs puissances étrangères tentaient déjà d'établir un premier contact diplomatique, Ibrahim Traoré choisit de suspendre toute forme d'exploitation tant qu'aucun cadre national clair n'était établi. Ce geste, apparemment simple, a modifié la dynamique du dossier. En un instant, le Burkina Faso est passé d'un pays susceptible d'être entraîné dans une course au diamant à un acteur capable de ralentir le tempo imposé de l'extérieur. Ce retournement repose sur un principe majeur, refuser de vendre avant de comprendre. Il change la grille d'analyse des diplomaties étrangères qui doivent désormais composer avec un État affirmant sa souveraineté plutôt que de l'abandonner sous la pression. Dans les ministères, ce choix a été perçu comme un signal. Le pays ne cherche pas un gain rapide, mais un contrôle durable. Ce point médian marque le début d'une nouvelle phase. La découverte n'est plus seulement une richesse potentielle, elle devient un test politique. Et la manière dont Ibrahim Traoré ancre ce choix impose au monde une question inattendue: comment négocier avec un pays qui décide de ne plus jouer selon les règles habituelles? Les effets de la décision de verrouiller Somgandé se sont manifestés à plusieurs niveaux simultanément. Les répercussions ne se sont pas limitées au discours politique, elles ont façonné des trajectoires concrètes pour la nation, les institutions, les acteurs internationaux et l'ensemble du territoire. C'est dans cette diversité des impacts que se mesure réellement la portée du choix engagé par Ibrahim Traoré. Pour commencer, dans une première dimension, sur le plan intérieur, la première conséquence a été la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation destinée à encadrer strictement les ressources naturelles. Ces mesures ont imposé que chaque entreprise souhaitant opérer sur le sol burkinabé soit soumise à un audit national ainsi qu'à une consultation publique obligatoire. Cette logique de transparence a contribué à renforcer la confiance d'une partie de la population habituée à voir des richesses exploitées sans bénéfice réel pour les citoyens. Les investissements dans les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, ont donné une visibilité immédiate aux retombées de la décision. Pour de nombreux habitants, cela a représenté un signe tangible que la richesse du Somgandé ne serait pas abandonnée aux seuls acteurs extérieurs. L'économie nationale a ressenti des effets contrastés. D'un côté, les formations lancées pour préparer des milliers de techniciens et de géologues locaux ont ouvert des perspectives nouvelles de professionnalisation et de montée en compétences. De l'autre, certains investisseurs étrangers ont ralenti leur présence dans des secteurs non miniers par crainte d'une régulation trop stricte. Cette tension a généré un débat interne. Fallait-il accepter un ralentissement temporaire pour garantir un contrôle durable ? Les projections liées à la possibilité de tripler le PIB minier restaient en toile de fond, mais le pays devait composer avec un climat économique temporairement plus prudent. Sur le terrain géopolitique, la décision d'Ibrahim Traoré a immédiatement redessiné les relations avec plusieurs grandes puissances. La Chine, la France, les États-Unis et la Russie ont exprimé des positions mêlant intérêt et méfiance. Certaines capitales y voyaient un ralentissement stratégique perturbant leurs propres attentes en matière d'approvisionnement. Les discussions se sont intensifiées autour des modalités potentielles de coopération, mais avec une différence majeure, le Burkina Faso imposait désormais ses conditions. Les diplomates étrangers ne pouvaient plus envisager d'accord sans intégrer la notion de souveraineté mise en avant par le gouvernement. Pour commencer, dans une perspective régionale. Dans l'espace ouest africain, la découverte et la posture du Burkina Faso ont suscité une dynamique nouvelle. Plusieurs États voisins
ont observé attentivement la capacité du pays à résister aux pressions internationales. Certains y ont vu un modèle possible pour la gestion de leurs propres ressources naturelles, d'autres craignaient que l'équilibre régional soit modifié si Somgandé transformait trop rapidement le poids économique de Ouagadougou. L'idée d'alliance régionale autour des ressources du Sahel s'est renforcée dans les discussions, ouvrant la possibilité d'une coopération plus structurée à l'avenir. À travers ces 4 dimensions, un constat s'impose: la décision initiale d'Ibrahim Traoré continue de produire des effets en cascade. Et chacun de ces effets, qu'ils soient bénéfiques ou contraignants, prépare le terrain vers un futur où le pays devra confirmer ou ajuster le cap qu'il vient de tracer. Dans cette trajectoire intermédiaire, le Burkina Faso maintient son orientation actuelle, une exploitation lente, encadrée, soumise à un cadre juridique en pleine consolidation. Le gouvernement poursuit la transparence instaurée après la découverte du Somgandé et renforce les comités de surveillance pour suivre chaque étape technique. Les formations destinées aux techniciens et géologues locaux s'accélèrent, permettant d'augmenter progressivement la capacité nationale sans dépendre immédiatement d'expertises étrangères. Les relations avec les grandes puissances restent tendues mais stables, car le pays donne suffisamment de signaux rassurants pour éviter une rupture diplomatique. La croissance économique s'améliore modérément, sans basculement majeur. Ce scénario assure une stabilité interne et limite les risques, mais retarde l'entrée dans une phase d'expansion large. Dans cette hypothèse, les pays du Sahel décident de mutualiser leurs ressources et de créer un front commun autour des matières premières stratégiques. Le Burkina Faso rejoint alors un consortium comprenant le Mali, le Niger ou encore le Ghana, afin de consolider les capacités techniques régionales et renforcer leur poids dans les négociations internationales. Ce partenariat attire des investissements étrangers plus ciblés, supervisés par des autorités locales capables d'imposer des conditions strictes. Le pays modernise ses infrastructures, développe de nouvelles filières de formation et double son PIB minier en quelques années. Les tensions géopolitiques diminuent car la coopération régionale crée un équilibre nouveau. Dans ce scénario, Somgandé devient une vitrine d'un modèle africain de souveraineté partagée contrôlée. Dans ce cas plus sombre, la prudence initiale entraîne une crispation progressive. Plusieurs puissances étrangères, frustrées par le rythme jugé trop lent, accentuent leur pression diplomatique. Certains secteurs économiques subissent des retraits d'investisseurs, provoquant un ralentissement visible. À l'intérieur du pays, des divergences politiques émergent autour de la gestion du gisement, nourrissant des fractures entre partisans d'une ouverture rapide et défenseurs d'un verrouillage strict. La presse internationale critique la position du gouvernement, la présentant comme un isolement risqué. Les tensions sociales s'accentuent, tandis que la compétition autour du contrôle des revenus potentiels génère des rivalités institutionnelles. Dans ce scénario, le pays pourrait entrer dans une phase de récession et perdre une partie de son influence diplomatique. À travers ces 3 voies possibles, une certitude demeure: les choix à venir détermineront si Somgandé deviendra un moteur de stabilité ou une source de fragilité. Les répercussions de Somgandé ne concernent pas uniquement les institutions ou les puissances étrangères, elles touchent aussi directement les individus, chacun selon sa place dans la société. 3 groupes en particulier ressentent déjà, à des degrés différents, l'onde de choc générée par la découverte. Pour les habitants de Ouagadougou, comme pour ceux des régions plus éloignées, la découverte a ravivé une question fondamentale: cette richesse bénéficiera-t-elle réellement au peuple ? Les investissements dans des routes, écoles ou centres de santé laissent entrevoir une amélioration concrète du quotidien, mais la prudence reste omniprésente. Beaucoup se souviennent d'histoires où des ressources immenses n'ont jamais amélioré la vie des populations locales. Les conversations dans les marchés et les quartiers montrent un mélange d'espoir et de méfiance, une attente vigilante nourrie par les décisions prises ces derniers mois. Pour les nouvelles générations, Somgandé représente une opportunité inédite. Les programmes de formation mis en place pour créer une main-d'œuvre qualifiée ouvrent des perspectives qui n'existaient pas auparavant. Des milliers de jeunes voient émerger des trajectoires professionnelles jusque-là inaccessibles. Le secteur minier, autrefois marginal pour beaucoup, apparaît désormais beau comme un espace où construire une carrière stable, à condition que les investissements éducatifs se poursuivent. Cette dynamique nourrit une motivation nouvelle,
mais dépend étroitement de la capacité du pays à garantir la continuité des formations. Pour les entrepreneurs, commerçants ou petites entreprises, les effets sont plus ambivalents. Certaines activités profitent déjà des flux économiques générés par les infrastructures et les groupes techniques mobilisés. D'autres souffrent du ralentissement de certains investissements étrangers. Cette tension crée un climat d'incertitude où chaque acteur tente de s'adapter, parfois avec difficulté, à un environnement encore instable. Cependant, beaucoup reconnaissent que le long terme pourrait leur offrir des perspectives nouvelles si l'exploitation reste encadrée et progressive. À travers ces trois groupes, une même interrogation circule discrètement: de quelle manière cette richesse transformera-t-elle la vie quotidienne, au-delà des chiffres et des discours? Pour transformer le potentiel du Somgandé en développement durable, un plan d'action structuré est indispensable. Les premières mesures déjà engagées montrent une direction claire, mais leur efficacité dépendra de la rigueur avec laquelle elles seront appliquées. Voici une feuille de route articulée en 4 étapes cohérentes, chacune impliquant des acteurs identifiés, des délais plausibles et des critères d'évaluation concrets. Elle s'inscrit dans la logique affirmée publiquement par Ibrahim Traoré, qui considère que cette richesse n'a de sens que si elle renforce la souveraineté du pays. Pour commencer, consolider le cadre juridique national, gouvernement, comité d'experts nationaux et internationaux. Quoi finaliser les règles de transparence, publier chaque contrat, instaurer l'audit citoyen systématique. Quand dans les 12 prochains mois, mesure conformité publique des contrats et taux d'audit réalisés. Pour commencer, sécuriser durablement la zone minière, qui force de sécurité plus autorité locale. Quoi maintenir le contrôle militaire, renforcer la surveillance environnementale et géologique. Camp immédiat, puis réévaluer tous les 6 mois. Mesure absence d'incidents, respect des normes et contrôle régulier. Pour commencer, former une main-d'œuvre minière nationale. Ministère de l'Éducation et des Mines. Quoi créer et financer des écoles spécialisées en géologie et extraction durable. Quand lancement rapide, montée en puissance sur 3 ans, mesure nombre de techniciens certifiés et taux d'emploi dans le secteur. Pour commencer, encadrer strictement les partenariats internationaux, gouvernement, comité de supervision. Quoi accepter des coopérations uniquement sous conditions transparentes et conformes aux priorités nationales. Quand après stabilisation juridique, mesure pourcentage de contrats respectant les normes de transparence et les objectifs de développement local. À travers ces étapes, Ibrahim Traoré cherche à garantir que le diamant de Somgandé ne devienne ni une dépendance, ni un risque, mais un levier pour une croissance maîtrisée. Les premiers capteurs ayant détecté l'anomalie sous Somgandé demeurent aujourd'hui un symbole discret mais puissant. C'est à partir de ces signaux fragiles qu'un pays entier a vu son destin se réorienter. Leur bourdonnement initial, presque banal, est devenu un rappel constant de la manière dont une poignée de données peut bouleverser l'équilibre d'une nation. Dans cet écho technique, on retrouve le fil conducteur d'une histoire où la maîtrise du temps et de la décision a compté autant que la richesse découverte. Au cœur de cette trajectoire, Ibrahim Traoré a choisi de replacer le pays derrière un principe simple: avancer sans se laisser imposer un rythme extérieur. Cette posture, parfois inconfortable, a rappelé aux Burkinabés que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un effort quotidien, fait de retenue, de vigilance et de choix difficiles. Les premières mesures, celles-là même qui avaient été scrutées lors des heures critiques, résonnent désormais comme des jalons d'un récit collectif. L'histoire du Somgandé n'est donc pas seulement celle d'un diamant, mais celle d'un pays qui se redresse autour d'un point invisible sous terre. Et c'est peut-être là que tout commence vraiment. La découverte du Somgandé rappelle à quel point les choix collectifs façonnent l'avenir d'un pays. Elle montre aussi qu'une richesse n'a de sens que si elle s'accompagne d'une vision partagée, capable de résister aux pressions extérieures tout en répondant aux besoins réels de la population. Dans ce moment charnière, chacun, citoyen, chercheur, entrepreneur ou observateur extérieur, peut contribuer à une discussion plus large sur la manière dont un pays transforme une opportunité rare en projet durable. Ce récit n'est donc pas une fin en soi, mais une invitation. Une invitation à réfléchir à la gouvernance, à la souveraineté,
au modèle de développement possible et à la manière dont les nations peuvent conserver le contrôle de leurs ressources. Plus largement encore, il pousse à se demander quel rôle chacun peut jouer dans la construction d'un avenir plus équilibré,